Bonsoir à tous, bienvenue pour ce dernier webinaire des Vendanges du Savoir sur le thème vin et nature. C'est Adrien Ruche ce soir qui prend la parole sur la biodiversité. Adrien est un spécialiste de la biodiversité et des mesures de biodiversité appliquées du coup à la vigne et au vin à l'INRAE, et il a travaillé notamment sur la viticulture et la biodiversité. Et merci Adrien d'être là ce soir. Au cours du webinaire, vous pouvez poser des questions avec la fonction Q&R qui est dans la fenêtre de Zoom. Vous pouvez utiliser plutôt cette fonction Q&R parce que ça permet de trier plus facilement les questions à la fin d'intervention. Et puis, s'il y a des questions qui sont posées et que vous aimeriez poser et puis qui ont déjà été posées, vous pouvez ajouter des pouces ou des plus pour indiquer que cette question aussi vous intéresse. Au cours du webinaire, il y a Éric Girohéro qui va se connecter. Adrien, ne te déconcentre pas pour autant, il va arriver, parce que c'est lui du coup qui interagira à la fin du webinaire avec toi pour poser toutes les questions. Le webinaire sera disponible en replay sur la chaîne YouTube de l'ISVV dans quelques jours. Vous recevrez normalement un mail qui vous l'indiquera. Et puis, voilà, je vous souhaite un bon webinaire. Et puis, à toi, Adrien. Ok, merci beaucoup Inès. Bonsoir à tous et à toutes. C'est toujours un peu perturbant de ne voir personne et de parler tout seul devant son écran, mais on va y arriver. Et donc, moi je vais vous parler de l'équilibre possible avec un point d'interrogation donc entre viticulture et biodiversité. Donc c'est la question qui m'a été posée et on va essayer d'y répondre un peu ensemble et de traverser les différentes dimensions que ça évoque. Poser la question du rapport entre ou de l'équilibre entre viticulture et biodiversité, c'est finalement poser la question des rapports de force entre viticulture et biodiversité. Et finalement, j'ai un peu décliné la question en deux sous-questions, parce que pour moi, ça pose d'abord la question du rôle de la biodiversité pour la vigne et le vin de manière générale. Et ensuite, ça pose la question de quelle pression s'exerce sur la biodiversité et éventuellement sur comment relâcher ces pressions pour maintenir cet équilibre s'il existe. J'ai choisi l'entrée de discuter un peu du rôle de la biodiversité pour la vigne et le vin pour commencer, parce qu'il y a des enjeux fonctionnels autres que éthiques ou patrimoniaux à conserver la biodiversité, et c'est ce que je vais essayer de vous présenter ce soir. Un petit propos liminaire aussi peut-être à ma présentation, et que je trouvais qu'il était peut-être plus intéressant de dresser un panorama un peu général sur le rôle de la biodiversité au sens large dans le fonctionnement des paysages viticoles et dans la fabrication du vin. Et donc, je suis allé un peu volontairement piocher des exemples un peu en dehors de mon domaine de compétences strict, parce que, encore une fois, je trouvais qu'il était plus intéressant d'évoquer ces exemples un peu diversifiés. Alors, la biodiversité, vous le savez tous, c'est la diversité des formes du vivant. Et c'est d'abord et avant tout la diversité cultivée. Alors, la diversité cultivée en viticulture, c'est toujours de prime abord un peu particulier, parce que les paysages de vigne sont souvent des paysages de monoculture de vigne, comme on a notamment ici autour de Bordeaux. Et la vigne, c'est essentiellement une seule espèce cultivée, Vitis vinifera. Et donc, la diversité spécifique est relativement limitée dans ces systèmes-là, si on considère que la biodiversité cultivée. La bonne nouvelle, quelque part, c'est que derrière euh, cette espèce et cette diversité spécifique relativement faible, il y a une grande diversité de cépages, une grande variabilité intraspécifique, puisqu'on compte en fait 6 à 10 000 variétés de Vitis vinifera à l'échelle mondiale. Donc ça, c'est des travaux de Volkovic et al. Et on estime qu'il y a à peu près 10% de cette diversité des cépages à l'échelle du globe qui est commercialisée, c'est-à-dire enregistrée dans des catalogues et commercialisée de par le monde. Il est intéressant de noter que au sein de cette grande diversité, on ne utilise qu'une petite partie de cette diversité de manière importante, puisqu'on a seulement 12 variétés, c'est-à-dire environ 1% de cette diversité, qui représente 70 à 90% des surfaces des principaux pays producteurs de vin à l'échelle du monde, et ça représente environ un tiers des surfaces mondiales. Donc finalement, derrière cette grande diversité, l'homme n'en exploite qu'une petite partie. Et c'est peut-être le premier point intéressant à retenir ici.
Heu, alors derrière cette diversité, des cépages, on a, en fait, et donc cette biodiversité, on a un réel atout pour la viticulture parce que derrière cette grande diversité, des cépages se cache une grande diversité génotypique et phénotypique et très concrètement, ça veut dire des phénologies différentes, dans les différentes variétés de vignes, des tolérances au froid différentes, des tolérances à la sécheresse et tout un tas d'autres caractères et vous voyez très bien sur ce graphique, la, distribution d'un caractère particulier, donc qui est la différence de maturité entre les cépages, au sein des 12 cépages majoritaires, là en orange, et au sein de 103 autres cépages, existants dans cette grande diversité. Et vous voyez, bon là ici la différence de maturité, elle est exprimée en référence d'une variété qui en l'occurrence est le chasselas, mais il n'y a pas, besoin de regarder très longtemps le graphique pour comprendre que finalement cette diversité, si on considère là essentiellement, la maturité, des cépages, est beaucoup plus restreinte dans le panel des cépages qui sont cultivés majoritairement, comparativement aux cépages existants et là on a considéré que 103 autres cépages et il en existe encore une fois bien d'autres. Et donc en fait derrière cette grande diversité intraspécifique se cachent des capacités adaptatives majeures aux changements environnementaux actuels et à venir et donc finalement, dans cette diversité intraspécifique, se cache un atout, important pour la viticulture si on considère, le contexte actuel. Et des collègues de l'INRAE et de l'ISVV en particulier se sont posé la question dans un exercice de modélisation de ce que cette, diversité intraspécifique, pouvait, jouer, sur le rôle que pouvait jouer cette diversité intraspécifique, par rapport aux enjeux liés au changement climatique. Et ils ont montré que finalement la diversité des cépages permettait de tamponner fortement les effets du changement climatique si on considère, l'évolution des aires viticoles cultivées dans des scénarios à +4 ou à +2 degrés, comparativement aux surfaces, et à l'encépagement actuel à l'échelle du globe. Et finalement, ce graphique vous montre, donc c'est encore une fois, c'est un exercice de modélisation, donc c'est virtuel, mais c'est basé sur des modèles phénologiques, que dans un scénario business as usual où les viticulteurs continueraient à cultiver le cépage majoritaire de leur région, on a une diminution drastique des aires viticoles cultivées dans un scénario à +4 et à +2 degrés, puisqu'on est de l'ordre de 90% de réduction et autour de 50-60% de réduction pour le scénario où on conserve le cépage majoritaire. Alors que si on permet virtuellement à ces viticulteurs de sélectionner, de jouer sur la diversité des cépages et de leur phénologie parmi 11 ou 10 autres cépages potentiels, on voit bien qu'on diminue fortement les effets du changement climatique, puisqu'on passe, par exemple, dans un scénario à +2 degrés, à seulement une diminution de l'ordre de 20 à 30% des aires viticoles cultivées à l'heure actuelle. Donc encore une fois, derrière la biodiversité cultivée se cachent en fait des effets et des possibilités de tamponner les effets du changement climatique absolument majeurs. Mais la biodiversité, ce n'est pas que la biodiversité cultivée, c'est aussi et c'est souvent avant tout, ce à quoi pensent les gens, la diversité de la faune et de la flore, présente dans les paysages viticoles. Et cette biodiversité, elle présente un certain nombre d'intérêts pour le fonctionnement des paysages viticoles et un exemple un peu emblématique, on pourrait dire, du rôle de la biodiversité dans les paysages viticoles, c'est le rôle que jouent, un certain nombre de communautés d'organismes qui habitent ces paysages en termes de protection et de santé, du vignoble. Un bon exemple, c'est le rôle des chiroptères. Donc, dans une étude que nous avons menée avec les collègues de la LPO et de l'IFV, nous avons enregistré l'activité des chauves-souris dans les paysages viticoles et mesuré les impacts sur les populations de bioagresseurs qu'elles prédatent potentiellement. Et nous avons montré que dans des paysages où un insecte qui s'attaque à la vigne, en l'occurrence les tordeuses de la grappe, sont présents, l'activité des chauves-souris augmente significativement, c'est ce que montre le graphique en haut. Et par ailleurs, dans ces mêmes paysages, lorsque l'activité insectivore des chauves-souris est plus importante et qu'on a une prédation des papillons adultes plus importante, on se retrouve avec des dégâts, donc qui sont là ici des perforations réalisées par la larve du papillon, qui sont significativement moins importantes. Et par ailleurs, en amplifiant l'ADN qu'on retrouvait potentiellement dans les fesses de chauves-souris, on a pu identifier clairement que lors des pics de vol des tordeuses de la grappe dans les paysages viticoles du sud-ouest de la France, on retrouvait une majorité des fesses de chauves-souris qui étaient positives aux tordeuses de la grappe, attestant réellement du lien trophique qui existe entre les chiroptères et ce papillon qui s'attaque à la vigne. Et pour aller un cran plus loin, des collègues chiliens se sont intéressés aux effets
de cette régulation par les chiroptères sur les populations d'insectes qui s'attaquent au vignoble, en mobilisant des approches d'exclusion expérimentale, en excluant en l'occurrence la nuit les communautés de chiroptères et en comparant ça à un vignoble situé à proximité dans lequel cette exclusion n'était pas réalisée. Et ils ont pu mettre en évidence de manière très claire et très nette que l'activité des chauves-souris dans ces paysages viticoles chiliens permettait une augmentation de 7% du rendement en plus lié à l'activité des chauves-souris pendant la nuit. Et en termes économiques, ça se traduisait par une augmentation de 150 à 210 euros hectare, 210 euros par hectare et par an. Pardon. Donc une contribution absolument significative en termes économiques pour les producteurs également. Et des travaux similaires différents existent sur différentes communautés, pardon, à la fois sur les communautés d'oiseaux, donc des travaux qui ont été menés en Californie, par exemple, ont montré l'importance de déployer des nichoirs dans les vignobles californiens pour augmenter la prédation de larves qui s'attaquaient à la vigne là aussi également. Et puis des travaux similaires sur tout un tas de communautés d'organismes comme les araignées notamment et les parasitoïdes ont été menés et ont permis de démontrer le rôle significatif de ces communautés en termes de protection du vignoble. Donc un rôle majeur de la biodiversité en termes de santé de la vigne. Une autre composante importante, voire essentielle, du fonctionnement des paysages viticoles est la composante endogée, c'est-à-dire la biodiversité des sols. Et on le sait bien, il y a de nombreux travaux dans les sols viticoles, mais pas que. En fait, la plupart des connaissances sont produites dans des sols non viticoles, mais on sait que l'ensemble de la biodiversité des sols joue un rôle absolument essentiel dans le fonctionnement des sols. Et classiquement, on représente un peu la diversité de cette biodiversité par des micro-organismes d'une part, la mésofaune d'autre part, donc typiquement des collemboles ou des acariens qui sont des organismes notamment décomposeurs qui vont décomposer la matière organique des sols et contribuer au fonctionnement des sols, ou encore la macrofaune dont le ver de terre est un peu emblématique. Et l'ensemble de ces organismes en fait jouent un rôle essentiel pour la décomposition de la matière organique, donc je l'ai dit, donc le recyclage des nutriments et le relargage des nutriments pour les plantes et pour la vigne en particulier. Mais ça joue également un rôle fondamental pour la structure et la porosité des sols, ça permet à l'eau de s'infiltrer dans les sols, et plus globalement, ça contribue au maintien de la fertilité et à la dégradation de certains polluants. Donc là encore, la biodiversité dans les sols viticoles en particulier joue un rôle absolument essentiel. Et j'y reviendrai par la suite de ma présentation, mais des effets très forts des pratiques viticoles peuvent être notés sur la composante biotique des sols. Sur un autre plan, vous savez bien aussi que les micro-organismes jouent un rôle fondamental dans la vinification, la fermentation et donc finalement la fabrication des vins, puisqu'on sait qu'évidemment ce sont des levures qui permettent la fermentation alcoolique et donc la fabrication des vins. Avec ça en tête, on a des collègues là dans différentes régions du monde qui font de l'écologie microbienne, se sont posé la question du rôle finalement du microbiome de la vigne dans l'effet terroir, voire dans les caractéristiques des vins. Et bon, il y a tout un tas d'études qui ont été menées sur la question, mais il est assez intéressant de noter qu'un certain nombre d'études qui se sont donc intéressées à la structure des communautés de micro-organismes qu'on retrouve à la surface des baies ou dans les sols viticoles à l'échelle mondiale. Ces études ont mis en évidence qu'il existait une signature biogéographique finalement de ces communautés, soit à l'échelle mondiale, soit à l'échelle régionale. Et dit autrement, ces études montrent en fait que une succession de filtres liés au climat, par exemple, aux pratiques viticoles ou aux cépages utilisés dans ces différents contextes, façonnent finalement les communautés de micro-organismes qu'on retrouve soit à la surface des baies, soit dans les sols, et que donc on peut identifier finalement géographiquement l'origine des échantillons et qu'on a une proximité, une similarité des communautés par rapport à une proximité géographique, on pourrait le dire comme ça, et que donc il existait donc une signature biogéographique dans ces communautés. De manière très intéressante et de manière plus controversée, des études suivantes ont essayé d'analyser le lien finalement entre le microbiote qu'on retrouvait dans les vignes ou au chai pendant la fermentation et les caractéristiques des vins, leurs propriétés, notamment les compositions chimiques des vins. Et ils ont trouvé une association statistique entre la structure des communautés bactériennes et fongiques et finalement la composition chimique des vins au
final, suggérant là que les micro-organismes pourraient jouer un rôle donc dans l'effet terroir et dans les caractéristiques des vins. Ces études sont très débattues évidemment, et il n'y a pas de consensus scientifique, on pourrait dire, puisque il y a plein d'effets confondus potentiellement. Mais je trouve intéressant de réfléchir à cette composante souvent sous-estimée ou sous-étudiée de la biodiversité et le fait qu'elle puisse potentiellement jouer un rôle important dans l'effet terroir. Et si de toute façon on reprend la définition de l'Organisation internationale de la vigne et du vin sur ce qu'est le concept de terroir finalement, on s'aperçoit très rapidement, un peu indépendamment du rôle que pourraient jouer les micro-organismes là-dedans, que la biodiversité est partout, puisque dans cette définition assez simple, on note bien qu'il est question d'interaction entre un milieu physique et biologique, on note bien qu'il s'agit de caractéristiques des sols, spécifiques des sols, mais aussi de paysages et de biodiversité au sens très explicite. Donc on voit bien que finalement la biodiversité est partout nichée derrière ce concept d'effet terroir, et donc que la biodiversité joue a priori, évidemment, un rôle important à ce titre. Donc au-delà des effets, on va dire, d'adaptation au changement climatique, de rôle dans la protection du vignoble, voire dans ce que l'on pourrait appeler l'effet terroir ou dans le fonctionnement des sols, la biodiversité a aussi un rôle finalement beaucoup plus basique et économique par rapport au fonctionnement économique des exploitations viticoles. Dans cette étude menée par des collègues italiens, les chercheurs ont estimé ou ont cherché à estimer le consentement à payer des consommateurs face à un label attestant de pratiques qui seraient respectueuses de la biodiversité. Et ils ont estimé que des vins équivalents en termes de qualité, avec ou non ce label, permettaient, enfin engendraient, on pourrait dire, un consentement à payer beaucoup plus important chez les consommateurs, puisque ce label entraînait une augmentation de 38%, voire de 68% du prix de vente des vins testés en fonction de la qualité des vins initiales. Donc un avantage économique évident pour les producteurs à mettre en œuvre des pratiques a priori vertueuses pour la biodiversité, ou en tout cas à utiliser un label pour dire que les pratiques respectent la biodiversité. Donc voilà pour le panorama, on va dire un peu rapide et général du rôle que peut jouer la biodiversité pour la viticulture ou pour la fabrication des vins. Et il y a évidemment plein d'autres aspects qui sont soit pas étudiés, soit que je ne peux pas évoquer ici. Et j'en viens maintenant à ma deuxième partie, un petit peu, deuxième partie de ma présentation, autour des pressions qui s'exercent sur la biodiversité et comment les relâcher pour maintenir cet équilibre entre viticulture et biodiversité. Alors, la littérature est assez foisonnante sur certains aspects et assez lacunaire sur d'autres, et donc j'ai essayé de synthétiser ça dans les prochaines diapositives. Le premier élément qui sort de manière absolument fondamentale, significative et importante, on pourrait dire, dans la littérature, est qu'il y a un rôle absolument pivot de la diversité végétale à l'intérieur des parcelles pour maintenir la biodiversité et les fonctions qu'elle assure. On sait bien maintenant que des couverts végétaux diversifiés ou gérés de manière extensive augmentent en moyenne de 20% la biodiversité et les services écosystémiques associés. Et si on rentre un peu dans le détail des études, que j'ai essayé donc de synthétiser sur cette diapositive, on s'aperçoit qu'en moyenne, on a des effets d'augmentation de l'ordre de 50% sur l'abondance ou la diversité de différents niveaux trophiques supérieurs aux plantes. On tend à favoriser la régulation naturelle de différents bioagresseurs quand on compare des interrants de végétation spontanée ou semée diversifiés à un interrant travaillé ou nu. On favorise évidemment la séquestration du carbone et plus globalement la protection des sols, voire on limite l'érosion dans certains vignobles en pente notamment, et tout ça, ça contribue à maintenir la fertilité des sols. Ce qui est intéressant de noter, c'est que dans toutes ces études qui ont été collectées, il y a des méta-analyses qui ont été réalisées sur cette question, et on trouve qu'en moyenne, la mise en œuvre de couverts végétaux diversifiés ou gérés de manière extensive dans les parcelles de vignes ne se traduisent pas nécessairement par une diminution de la quantité ou de la qualité des rendements dans ces parcelles. Alors évidemment, il y a un bémol à ça, ça dépend évidemment des contextes de production, et on trouve évidemment des compromis là à trouver entre préservation de la biodiversité et rendement dans des situations de stress hydrique particulier, et donc dans des vignobles en particulier soumis à ces stress-là, ce qui n'est pas tellement le cas par exemple dans les vignobles du Bordelais. Mais en moyenne, on n'a pas d'effet sur les rendements.
Un autre point absolument majeur, c'est le rôle clé de la pression phytosanitaire au sens large, donc à la fois de produits phytosanitaires de synthèse, mais aussi du cuivre sur la biodiversité. Alors là, la littérature est assez fragmentaire, c'est-à-dire qu'on trouve certains organismes qui sont bien étudiés, d'autres pas du tout, certains produits qui sont bien étudiés, d'autres pas du tout. Mais en moyenne, on voit qu'il y a des effets négatifs forts sur la biodiversité épigée et endogée. Des travaux qu'on a pu mener ont révélé des effets, on pourrait dire, ponctuels de l'utilisation de produits phytosanitaires sur, par exemple, l'abondance des araignées ou l'abondance des pollinisateurs sauvages. Donc, on a une tendance à diminuer l'abondance de ces communautés quand on est dans des situations de fort IFT ou quand on utilise des insecticides assez logiquement. Et on a beaucoup d'études en laboratoire qui ont été conduites sur des effets doses de différents produits, dont le cuivre sur la biodiversité du sol notamment, qui montrent des effets négatifs importants du cuivre sur, par exemple, les micro-organismes ou des colamboles que j'ai rapidement présentés ou des vers de terre, à des doses qui sont équivalents à des quantités de cuivre hectare an assez importantes, mais des effets négatifs quand même. Et au-delà en fait des effets doses ponctuels qu'on peut trouver dans les essais de laboratoire ou dans la littérature, ce qui est important notamment sur le cuivre, c'est évidemment la biodisponibilité du cuivre dans les sols et les effets d'accumulation à long terme, puisque le cuivre s'accumule dans les sols, notamment dans les horizons superficiels. Et on retrouve ainsi des effets plutôt historiques de l'utilisation de cuivre et non plus des effets d'utilisation ponctuelle du cuivre, notamment sur certains organismes comme les colamboles, encore une fois, qui sont assez bien étudiés de ce point de vue-là, contrairement à d'autres organismes, et on retrouve donc évidemment encore des effets négatifs de l'accumulation des cuivres dans les sols sur ces organismes. Un autre aspect important des pratiques, c'est le travail du sol au sens large, puisqu'on sait très bien que il y a des effets négatifs d'un travail du sol important sur les communautés d'organismes du sol notamment. Le graphique que vous voyez en haut à droite montre les effets de l'enherbement versus un couvert semé et un enherbement et un couvert un interrang travaillé. Et on voit bien que finalement l'enherbement spontané favorise l'abondance moyenne des vers de terre dans l'interrang, alors qu'un couvert semé ou travaillé se traduit par une diminution d'un facteur quasiment 2 là, des abondances moyennes de vers de terre dans ces situations. Et on a des effets un peu long terme sur ces questions-là, puisqu'il y a des essais, donc ça c'est plutôt le graphique en dessous, qui montrent des effets délétères du travail du sol profond, donc c'est en marron sur le graphique, sur la biomasse microbienne et l'évolution de la biomasse microbienne dans le temps, à différentes années, suite à on va dire une succession d'années culturales avec le même travail du sol. La version sans travail du sol et la version verte dans les histogrammes en dessous, le vert clair, et plus la couleur est foncée, plus le travail du sol est important, profond et fréquent. Et on voit bien que ces effets en fait s'accumulent dans le temps et que les effets bénéfiques également. Donc là, on a vraiment des effets bien connus, on pourrait dire négatifs du travail du sol sur la biodiversité. Un peu indépendamment des effets des pratiques prises comme ça individuellement, on s'est posé au laboratoire la question des effets des pratiques de l'agriculture biologique par rapport à quelque chose qu'on appellerait l'agriculture conventionnelle, ou disons non certifiée en agriculture biologique, sur la biodiversité au sens large. Alors, on est conscient en faisant ce genre d'études qu'évidemment, derrière l'agriculture biologique, comme l'agriculture conventionnelle d'ailleurs, se cache une large diversité de pratiques, notamment de pratiques que je viens d'évoquer, c'est-à-dire l'utilisation de produits phytosanitaires au travail du sol. Mais on cherchait quand même, avec un échantillonnage un peu important, à connaître s'il existait finalement une signature un peu des pratiques de l'agriculture biologique sur la biodiversité. Et donc, on a caractérisé les effets de systèmes en bio par rapport à des systèmes en conventionnel sur une diversité d'organismes que vous voyez exposés ici sur la diapositive, qui vont en gros des micro-organismes du sol, en passant par les plantes, des arthropodes jusqu'aux oiseaux. Et finalement, ce graphique, il se lit de manière assez simple quand l'effet estimé est positif, c'est-à-dire au-dessus de la barre horizontale mise à 0, là, on a un effet positif de l'agriculture biologique par rapport au conventionnel, alors que quand on est en dessous du 0 et qu'on a un effet négatif, on a bien un effet négatif des pratiques de l'agriculture biologique par rapport au système conventionnel dans les paysages que nous avons suivis. Et un rapide coup d'œil nous permet de voir qu'on a, d'abord une grosse variabilité des effets pour chacun des groupes. C'est l'incertitude associée là, pour chacun des points. Et on a aussi une grande variabilité de réponse aux pratiques de l'agriculture biologique en fonction des groupes étudiés. Ce qui est intéressant, c'est de regarder le graphique de droite, où là, on a agrégé l'ensemble des indices de biodiversité qu'on a suivis au vignoble, et on a finalement pu avoir une réponse à notre question qui est
en moyenne, on a donc un effet positif des pratiques de l'agriculture biologique sur la biodiversité multitrophique, mais il ne faut pas oublier qu'évidemment, il y a aussi des perdants à l'agriculture biologique quelque part et que certains organismes comme les carabes ou les vers de terre peuvent être un peu pénalisés. Au-delà des systèmes de culture et des labels, des certifications comme l'agriculture biologique, la diversification des paysages viticoles est un levier absolument majeur et la simplification des paysages tant dans la partie cultivée que de la partie non cultivée est absolument un driver important de la dynamique de la biodiversité dans les paysages viticoles. Et donc, un peu une sorte de recommandation générale qu'on trouve dans la littérature, appuyée par plein d'études, est que maintenir la diversité des habitats à l'échelle des paysages est fondamentale, notamment des habitats ce qu'on appelle semi-naturels comme des haies, des prairies et des forêts. Les prairies ont un rôle absolument capital dans le maintien de la biodiversité dans ces paysages viticoles, si en plus elles sont gérées de manière extensive. Et différents travaux qu'on a menés sur des communautés d'oiseaux ou des communautés de pollinisateurs sauvages, c'est ce que montrent les graphiques sur la droite, montrent qu'évidemment, quand on maintient une diversité importante dans les paysages et une quantité d'habitats semi-naturels importante, on favorise par exemple les communautés d'oiseaux ou les communautés de pollinisateurs sauvages. Parce qu'en fait, ces organismes y trouvent des ressources pour se nourrir, pour se reproduire ou pour passer l'hiver. Au-delà de la quantité d'habitats, les travaux dans la littérature montrent très bien que c'est aussi la qualité de ces habitats, je l'ai rapidement évoqué, et leur arrangement spatial qui compte. C'est-à-dire qu'il est important de créer de la connectivité pour permettre à un maximum d'espèces, évidemment, de se déplacer, de trouver de la ressource proche dans les paysages viticoles. Enfin, diversifier les paysages viticoles, c'est contribuer donc au maintien de la biodiversité, mais c'est aussi favoriser un certain nombre de services rendus par la biodiversité, comme la régulation naturelle des ravageurs. Il y a une étude publiée relativement récemment qui montre que dans des paysages viticoles extrêmement simplifiés de monoculture de vigne, on a en moyenne 50% de traitements insecticides en plus que dans des paysages plus diversifiés avec moins de vignes dans les paysages en surface. Et puis on sait aussi très bien que maintenir des habitats semi-naturels dans les paysages, c'est aussi un moyen de tamponner les effets du changement climatique sur la biodiversité et que finalement les paysages qui s'en sortent le mieux sont des paysages diversifiés d'un point de vue du maintien de la diversité et de l'abondance de tout un tas d'organismes. Et enfin, pour finir mon propos, on s'est posé la question avec une chercheuse qui travaille avec nous au laboratoire, de la relation qui existe entre la capacité à conserver la biodiversité et la capacité à produire du raisin pour tout un tas d'exploitations agricoles que l'on suit dans le sud-ouest de la France. Et donc, en fait, c'est ce que représente ce graphique quelque part. Dans l'axe des ordonnées, vous avez la capacité à préserver la biodiversité, c'est la biodiversité multitrophique, un indice standardisé que je ne détaille pas, mais plus il est élevé, plus les niveaux de biodiversité étaient importants dans ces systèmes de culture. Et sur l'axe des X, vous avez la capacité de ces systèmes à produire du vin, et c'est ici le rendement standardisé, c'est-à-dire la capacité que les systèmes ou les viticulteurs ont eu à atteindre leur objectif de rendement fixé en début d'année. Et donc plus cet indice est élevé, plus les objectifs de rendement étaient atteints par les viticulteurs. Vous voyez, et c'est plutôt une bonne nouvelle, qu'il n'existe pas de relation entre capacité à préserver la biodiversité et capacité à produire du vin. On s'attendait potentiellement à un antagonisme fort et une relation négative du coup entre des pratiques qui seraient vertueuses pour produire du vin ou des pratiques qui seraient vertueuses pour préserver la biodiversité. On voit qu'il existe en fait tout un tas de situations possibles, des antagonismes, mais aussi des synergies. Donc on a des situations de parcelles viticoles, qu'elles soient en bio ou en conventionnel d'ailleurs, qui sont capables de produire du raisin et d'atteindre leurs objectifs de rendement, d'autres qui sont capables de plutôt préserver la biodiversité un petit peu au détriment du rendement, pourrait-on dire, même s'il n'y a pas forcément de causalité derrière ça. Et puis il y a tout un tas de systèmes qui arrivent en haut à droite du graphique, qui sont capables de favoriser les synergies finalement, puisque les pratiques qu'ils ont mis en œuvre et les contextes paysagers dans lesquels ils évoluent ont permis de à la fois produire du vin, mais aussi à préserver la biodiversité. Et nos résultats préliminaires tentent à montrer que justement ces synergies émergent lorsqu'on combine des pratiques viticoles vertueuses pour la biodiversité à l'échelle des parcelles et des aménagements paysagers. Ce que je veux dire par là, c'est que avoir des pratiques viticoles qui soient purement vertueuses sans réfléchir aux aménagements paysagers à l'échelle des paysages, ce n'est pas forcément des situations gagnantes. Et par ailleurs, nos travaux montrent que les pratiques qui sont bénéfiques pour la biodiversité ne sont pas nécessairement des pratiques qui sont plus coûteuses pour les producteurs, mais ça c'est en fait un champ de recherche qui est actuellement en cours. Et donc pour conclure, puisque je crois que j'en arrive
au maximum du temps qui m'est accordé. Et pour essayer de revenir à la question qui nous était posée, est-ce que vin et biodiversité, est-ce qu'il existe un équilibre possible entre ces 2 composantes? Alors, ma présentation était évidemment un peu rapide, mais il me semble que les éléments que j'amène, montrent, évidemment que l'équilibre est plus que possible entre, viticulture et biodiversité, puisque on pourrait même dire que la biodiversité est consubstantielle de la viticulture, puisqu'on a vu que la viticulture s'appuie, fortement, et sur différentes composantes de la biodiversité. Mais néanmoins, c'est un équilibre qui est fragile et qu'il, faut préserver, qui est soumis à de rudes pressions, notamment, du fait du changement climatique, mais aussi du fait, de la simplification des paysages et des pratiques viticoles. Et donc il faut retenir que la biodiversité est évidemment un atout pour les viticulteurs, pour la filière et les territoires viticoles, et qu'il existe, de manière très générale, des marges de manœuvre pour essayer d'imaginer et de concevoir des paysages, viticoles agroécologiques qui permettent à la fois de produire du raisin et de préserver la biodiversité. Et je vous remercie pour votre attention et je suis évidemment disponible pour répondre à vos questions. Merci Adrien de cet exposé qui nous a semblé très clair. Peut-être qu'on va prendre tout de suite des questions sur la biodiversité. Moi-même, j'en aurais qui me viennent à l'esprit par rapport notamment à ce que tu as dit sur la certification bio, mais je pense qu'on va tout de suite prendre les premières questions pour que ce soit clair. Peut-on éliminer d'abord le cuivre à l'aide de couverts végétaux spécifiques? Est-ce que tu saurais répondre à cette question? Alors c'est une question un peu compliquée parce que, bon, on utilise du cuivre en viticulture parce que c'est un fongicide, hein, très concrètement, donc pour gérer les pathogènes, les maladies, quoi, notamment le mildiou. Et jusqu'à preuve du contraire, bon, il n'y a pas trop de travaux sur les effets des couverts végétaux sur la dynamique et les épidémies de pathogènes dans les vignobles. Il y a des questions autour de les effets du microclimat, mais je pense que ces effets sont assez, enfin, permettent peut-être de moduler les épidémies, mais ne permettent pas de les contrôler. Donc, je n'ai pas de travaux en tête et je ne crois pas trop à cette solution. Bon, bah, merci, même si elle est un peu négative, mais c'est pas grave. Autre question, il existe parfois, alors c'est une question qui est assez longue, mais qui est intéressante, il existe parfois une incohérence dans le discours des amateurs de vin qui consiste à désirer des vins plus respectueux de la nature, tout en désirant voir des vignes sans herbes, sans buissons, etc. Quels seraient les arguments simples et percutants à leur opposer? Est-ce que c'est pas une question facile, hein? Non, c'est pas une question facile. Alors, le paradoxe, il est chez les consommateurs, mais peut-être pas que, quoi. C'est-à-dire, peut-être dans notre représentation collective de ce que c'est qu'un vignoble ou même de manière générale une parcelle agricole bien menée, on pourrait dire, qui est un peu la description que fait la personne qui pose la question, c'est-à-dire sans herbe, avec peut-être des rangs bien taillés, et cetera, pas trop d'habitat semi-naturel, et cetera. Je ne sais pas si c'est une appréciation un peu subjective ou si c'est une réalité chez les consommateurs. J'ai l'impression, mais soit toi, Eric, tu as peut-être des éléments à amener là-dessus, mais j'ai l'impression que le consommateur est très sensible, en effet, à des arguments autour de la préservation de la biodiversité. Je ne sais pas si ils ont des impératifs ou des critères très stricts sur comment les vignes sont conduites dans les exploitations au sens de ce que décrit la personne qui pose la question, c'est-à-dire un peu le côté esthétique, pourrait-on dire. Donc, je ne sais pas si cet antagonisme, il existe réellement. Et si ce paradoxe existe, il faut opposer les arguments que j'ai rapidement évoqués, c'est-à-dire que la diversification végétale à de multiples échelles, par exemple, tant dans la parcelle qu'autour des vignobles, est un moyen fort de conserver la biodiversité, de la maintenir et d'assurer un certain nombre de fonctions qui servent directement la viticulture, quoi. Oui, je rajouterais qu'en fait, il y a effectivement des attentes des consommateurs pour les questions environnementales et notamment pour la biodiversité. D'ailleurs, tu as montré une première étude italienne qui a attesté de ce point-là, hein. Maintenant, effectivement, c'est des consentements à payer, hein, ça veut dire le prix que le consommateur est prêt à payer, hein, un peu plus élevé si on préserve la biodiversité. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? C'est peut-être préserver l'environnement, mais c'est aussi par rapport à des croyances, peut-être pas avérées, hein, des croyances sur la qualité des produits, sur la qualité du vin en l'occurrence. Voilà. Donc évidemment, ces études de recherche, on fait ce qu'on peut, on essaye d'y travailler, mais c'est clair que c'est un sujet très important pour la recherche d'aujourd'hui.
Alors, il y a toute une série de questions, donc on pouvait s'y attendre sur le bio. Oui. Alors, tu as abordé le sujet en disant que le bio, en général, d'après tes indicateurs, préservait la biodiversité, mais ce n'est pas obligatoire et en tous les cas, ce n'est pas Mmh. un prérequis. Alors, tu nous confirmes Ouais, si c'est vrai, hein, ce n'est pas un prérequis de la certification bio, hein, et tout à non fait. plus de la biodynamie, je ne pense pas, hein. En tous les cas, il n'y a pas de critères d'attribution de la Bien certification sûr, biodynamie sur la biodiversité. Malgré tout, on constate des effets globalement positifs, mais pas toujours. tout à Alors, fait. plusieurs séries de questions par rapport à ça. Avez-vous observé des différences de biodiversité entre les pratiques bio et biodynamie? Ça, ce n'est pas une question facile, puisque la biodynamie, on l'étudie très peu, hein, j'imagine. Et, déjà, tu peux répondre tout de suite à cette question, peut-être. Oui, c'est ce que tu dis en fait, moi personnellement, j'ai jamais travaillé sur la comparaison bio et biodynamie et j'ai pas en tête de travaux qui se seraient intéressés à cette question en viticulture sous l'angle de la biodiversité. Mais c'est une question qui est évidemment, intéressante, quoi. Et il y a probablement des études, hein, je les ai peut-être pas en tête, mais mon sentiment, on pourrait dire, ce serait que, on devrait trouver des effets qui sont à peu près comparables, mais c'est qu'un sentiment, c'est pas attesté. C'est qu'un sentiment qui Ouais. doit être vérifié. Alors maintenant, il y a une question un peu précise parce que tu as montré effectivement qu'il y avait sur les carabées et sur les vers de terre, ils étaient particulièrement touchés. En tout cas, il n'y avait pas d'effet positif sur ces Ouais, deux espèces-là. tout à Est-ce que fait. tu peux nous expliquer pourquoi? Parce que tu nous l'as dit, mais tu ne nous as pas expliqué. Ouais, tout à fait, bon alors, je vais répondre à la question, puis après peut-être je développerai. Pourquoi les carabes et les vers de terre sont plutôt affectés, on va dire, négativement par les pratiques de la bio? Ça tient, très vraisemblablement au travail du sol. C'est-à-dire que dans les, parcelles qu'on a suivies, c'est pas toujours vrai, mais en moyenne, les parcelles conduites en bio avaient un travail du sol qui était un peu plus important. Et alors là, on est sur des approches corrélatives, hein, donc il y a tout un tas d'autres facteurs qui varient. Mais ça, ce serait une manière de l'expliquer parce qu'on sait que les vers de terre, notamment, et les carabes aussi, sont très sensibles au travail du sol. C'est ce que je dis par ailleurs, dans une autre diapositive. Et donc ça, c'est une manière de l'expliquer, quoi. Et, heu et ensuite, il y a 2 éléments peut-être à donner. Tu l'as un peu dit, mais l'agriculture biologique, c'est un cahier des charges, voilà, pour, de production, on pourrait dire. C'est absolument pas, des exigences, de performance environnementale, de prime abord, quoi. C'est une sorte de conséquence indirecte du cahier des charges. C'est ça qui est Ouais, voulu par la bio, mais il y a pas de présupposés ou de prérequis, sur les performances environnementales, notamment sur la biodiversité. Et ensuite, en fait, on a une diversité de réponses de tous ces organismes parce que c'est aussi donc il y a une diversité de pratiques, mais il y a aussi une diversité de cycles de vie, de traits de vie de ces espèces qui sont plus ou moins sensibles, par exemple, au travail du sol, qui sont capables de disperser ou pas. Et donc, c'est ça qui explique finalement la grande variabilité des effets tantôt négatifs, tantôt positifs, tantôt neutres de l'agriculture biologique. alors j'ai deux questions complémentaires par rapport à ça. Donc, tu dis que c'est le travail du sol qui est plutôt à mettre en cause, mais tu as mis aussi en évidence les effets du cuivre. On sait que le cuivre est majoritairement utilisé dans la certification bio. Ouais. Est-ce qu'il y a des effets négatifs du cuivre par rapport à la biodiversité? Oui, tout Je à fait. pense Alors que- je l'ai rapidement aussi évoqué. Donc il y a des effets, les effets, alors il y a des effets de doses connus de toxicité du cuivre à des doses très Il y a des importantes, doses très importantes, tu as voilà. dit. Et sur le cuivre, ce qui est très, connu, on pourrait dire, même s'il y a plein de choses méconnues, ce qui est important, c'est la biodisponibilité du cuivre et la quantité de cuivre accumulée dans les sols, finalement. C'est ça qui va être important pour la biodiversité. Et là, on sait bien que, bah, notamment sur les colamboles, on a des effets négatifs. Sur les vers de terre aussi, à certaines doses, on a des effets, de quantité de cuivre dans les sols, sur, soit de mortalité, mais ça c'est à des doses plutôt élevées, mais aussi sur la reproduction ou sur la maturité des individus. Donc on a des effets comme ça, négatifs sur, finalement le développement de certains organismes. Mais, hormis ces organismes, évidemment les micro-organismes, puisque le cuivre est un antifongique, donc va affecter fortement les communautés microbiennes et leur fonctionnement. On a aussi beaucoup d'inconnus, quoi, sur les effets du cuivre, sur la biodiversité du sol. En fait, c'est à des doses très élevées, j'imagine, et c'est ce que tu as dit, hein. Et donc, a priori, si on arrive à réduire ce que l'on fait actuellement largement, l'utilisation du cuivre en certification biologique, on peut quand même
ne pas avoir trop d'impact négatif. Oui, c'est l'hypothèse, quoi. Et par ailleurs, sur les effets du cuivre, là on parle que du cuivre, mais en fait, il y a tout un tas de paramètres, notamment physico-chimiques des sols, quoi, le pH, etc., qui interagit avec les effets du cuivre, et donc à dose équivalente finalement, ou à accumulation équivalente dans les sols, on peut avoir des effets qui sont contrastés aussi sur les organismes, sur la biodiversité. Merci Adrien. Alors une autre question, non, on va sortir du bio. Les études montrent qu'un enherbement spontané est préférable au semis, mais sait-on quelles plantes sont favorables à conserver dans cet enherbement spontané? Je pense notamment aux chiens-dents qui n'apportent pas forcément d'avantages. Oui, alors là, c'est une question très spécifique auquel moi, j'ai pas forcément de bonnes réponses, on pourrait dire. Je sais que, par exemple, les collègues de la Chambre d'agriculture de la Gironde font un super travail sur les communautés végétales dans les vignes, les enherbements spontanés ou non, et le rôle de certaines espèces par rapport à des problématiques de sol en particulier, en fonction de carence, par exemple, ou de pH du sol, etc. Et donc, je ne peux que renvoyer ou notre auditeur, puisque je ne vois personne, peut-être vers ce que fait la Chambre d'agriculture, et ils ont un certain nombre de ressources en ligne, notamment, j'ai en tête leur outil Garance, là, qui est une ressource très importante. Oui, on a beaucoup d'auditeurs avisés aujourd'hui, hein, je te signale. J'en doute pas. Parce que le prochain, quid du rapport d'augmentation de la biodiversité des paysages environnants, les vignobles, forêts et buissons, versus pression des pathogènes, viraux et autres? Du coup, la question, c'est quoi? C'est finalement le rapport entre effet positif et effet négatif de diversifier les paysages par rapport à la Oui, oui, question des... oui. Ouais. Oui, alors c'est une bonne question. Si on considère les pathogènes ou les bioagresseurs, on va dire, de la vigne, là, les études semblent à peu près claires et stabilisées. Il y a plutôt un avantage, quoi, à diversifier les paysages, et on va pas favoriser drastiquement des problématiques de bioagresseurs, on va dire classiques, c'est-à-dire par exemple les tordeuses, les cicadelles ou les pathogènes dans ces vignobles-là. Après, il y a plein d'exceptions, quoi. Et il y a certaines communautés, notamment de drosophiles, par exemple, qui peuvent s'attaquer à la vigne, alors qu'ils ne sont pas un bioagresseur au sens de les pertes engendrées ne sont pas importantes, mais qui vont trouver des refuges dans des habitats non cultivés et des hôtes, et donc ils vont pouvoir se maintenir dans ces paysages-là. Il y a des questions autour de vignes ensauvagées et des repousses de vignes autour de la cicadelle de la flavescence dorée, mais donc là, on n'est pas directement sur les habitats semi-naturels. Donc il y a quelques éléments, et évidemment, il y a toujours des contre-exemples, mais en moyenne, je dirais que on est plutôt dans une balance positive, quoi, en faveur de la santé de la vigne. D'accord. Et après, il y a des problématiques de maladies émergentes qu'on ne peut pas présupposer, évidemment, quoi. Alors, autre question, c'est sur l'arboriculture. Que pensez-vous de l'implantation de fruitiers dans les parcelles vignes au regard de la biodiversité? Donc, c'est l'arboriculture, mais spécifique sur les fruitiers. Ok. Déjà, est-ce que tu peux répondre sur l'arboriculture? Est-ce que c'est une solution dont on fait la recherche aujourd'hui, enfin, auquel la recherche s'intéresse? Et puis aller spécifiquement sur la question des fruitiers, si tu as une réponse par rapport à ça. Donc, la première question, elle est autour finalement du mélange viticulture-arboriculture, quoi. On Oui, pourrait oui, dire, oui, oui. bon, à ma connaissance, il n'y a pas de travaux là-dessus. Ils existent peut-être, hein, mais moi, je ne les connais pas. J'aurais envie de répondre que tout est une question de pratique, quoi. Finalement, qu'est-ce que ça veut dire que implanter des arbres fruitiers dans des parcelles de vignes, et quelle est leur conduite, quoi. Ça, c'est peut-être le premier point que j'aurais envie de répondre. Et après, on sait bien que si on cherche à avoir un maximum d'effets positifs sur la biodiversité au sens large, c'est en travaillant sur la gestion des habitats, c'est-à-dire implanter des habitats, les gérer correctement, et on va dire maximiser la diversité, si on veut dire les choses très rapidement. Et de ce point de vue-là, implanter une espèce d'arbre fruitier dans les vignes, ça peut présenter des intérêts, peut-être d'ordre microclimatique ou autre, quoi, pour la viticulture. Je ne vois pas un avantage immédiat, direct, et un effet bénéfique ultra fort sur la biodiversité. Je t'entends. Qui serait Ouais. spécifique aux arbres fruitiers, il n'y en a pas a priori. Ça pourrait même être négatif, non?
Ça il pourrait être un mauvais choix, je veux dire. Ouais, il faudrait étudier, justement notamment la question des bioagresseurs, quoi, et est-ce C'est qu'il y ça, aurait voilà. des bioagresseurs partagés? Là, comme ça, j'ai pas d'exemple qui me viennent en tête, mais ça dépend quel arbre fruitier, quoi. On parlait des drosophiles et notamment de Drosophila Suzuki, ça peut être aussi une manière de favoriser la présence de ce genre d'insectes qui peuvent s'attaquer au vignoble, mais encore une fois, j'ai pas de travaux en tête sur la question, mais il y en a peut-être. Merci. Il n'y a plus de questions sur le chat. C'est déjà pas mal. On a déjà bien répondu. Moi, j'aurais une dernière question piège, si tu veux bien. OK. Euh, En fait, la question que je me pose, c'est est-ce que la vigne est défendable en matière de défense de la biodiversité? C'est une autre façon de présenter le problème. C'est de dire est-ce qu'on peut considérer d'une manière ou d'une autre que implanter de la vigne, c'est bon pour favoriser la biodiversité de façon générale? Ouais, bah, ça, c'est une bonne question, et alors le premier truc que j'ai envie de dire, c'est la vigne a un gros avantage par rapport à la biodiversité, c'est que c'est un habitat qui est pérenne. Et si on réfléchit, on Oui, compare à des paysages de culture annuelle, où on a donc un peu par définition de la rotation des cultures, du labour, des récoltes tous les ans, c'est des perturbations très brutales pour tout un tas d'organismes qui sont obligés de se disperser d'habitat en habitat pour se maintenir dans les paysages, et il y en a plein qui n'y arrivent pas. Et de ce point de vue-là, la vigne a un avantage énorme, puisque c'est un habitat pérenne, pour le peu qu'il soit géré de manière pas trop intensive, avec une diversité d'habitats à l'intérieur et à l'extérieur des parcelles. En fait, on peut créer limite un réservoir de biodiversité grâce aux parcelles viticoles dans des paysages, par exemple de culture annuelle. Donc ça, c'est un argument très fort en faveur de la vigne. alors c'est un argument très fort pour les viticulteurs qui nous écoutent, parce qu'à mon avis, Oui, tout à fait. enfin, tous les professionnels qui nous écoutent, à mon avis, c'est un très très bon, très bon argument pour favoriser, enfin, et même diversifier la vigne dans nos paysages. Oui, tout à fait. Voilà. Et c'est intéressant de noter aussi que sur certaines communautés d'organismes, c'est vraiment dans nos paysages viticoles la quantité de vignes qui va être importante pour permettre à ces organismes de se maintenir. Je pense à certaines communautés d'araignées notamment, qui sont vraiment en fait inféodées quelque part à ces habitats-là. Et donc c'est un bon exemple, quoi, de ce qu'on dit là, quoi. C'est-à-dire Oui, parce que enfin, moi je trouve qu'il n'est pas assez mis en avant, cet argument. mais tu as tout à fait raison. Et il sera d'autant plus mis en avant si finalement les pratiques qu'on met en œuvre dans ces paysages-là en fait, rentrent en synergie quelque part avec ce paramètre pérenne des habitats viticoles. Merci Adrien. Il n'y a pas d'autres questions? Ah si, nous parlons beaucoup, on prend la dernière, hein, parce Ouais. que vraiment, nous parlons beaucoup des effets néfastes du cuivre, mais qu'en est-il du soufre? Ah oui, c'est vrai, on n'a pas parlé du soufre. Y a-t-il des études sur le sujet, sur la biodiversité? Alors c'est une bonne question. Je ne Il n'y suis a pas. que des bonnes questions. Ouais, ouais, ça, mais c'est vrai, déjà, c'est le premier truc qu'on peut dire. J'ai pas de réponse à apporter à ça, je suis pas spécialiste de cette question. C'est dommage, j'ai certains collègues qui auraient pu très bien répondre à cette question, mais je peux m'engager à faire une recherche bibliographique pour répondre à la question, mais il y en a certainement. Bon, ben, merci pour ton honnêteté intellectuelle et surtout sur cette très bonne nouvelle que la vigne est à défendre par rapport à la biodiversité. Donc, c'est un très bon sujet d'extension de tes recherches. Merci Adrien. Ben, On va merci à vous. conclure sur ce dernier point. Et en tous les cas, ce système de vendange en ligne qui est très largement vu en replay, hein, il faut le savoir. Et ça, c'est très encourageant pour nous pour continuer sur ces vendanges en ligne. Ça nous termine, je dirais, ce vin et nature, le vin et la nature, hein. On a parlé des vins nature, des vins naturels, mais aussi on a parlé avec toi justement, cette corrélation qu'il y a entre l'adéquation entre le vin et la nature. Et ça, c'est à mon avis, c'était vraiment un point très important pour conclure notre petit cycle de conférences, mais qui malgré tout a bien fait le tour des questions qu'on pouvait se poser sur le plan de la recherche pluridisciplinaire. En tous les cas, merci à tous de nous suivre sur le net. Et puis, à l'année prochaine pour un nouveau thème des vendanges en ligne. Merci bien. Nous n'avons pas encore décidé ce nouveau thème, hein, donc on ne peut pas encore vous en parler. Voilà. Merci bien. Au revoir à tous. Et merci Adrien encore.